On Earth. On Earth. Média. Innovation. Santé. Et si je vous disais que le médecin qui parlait le mieux aux adolescents n'était ni dans un cabinet, non plus à l'hôpital, ni même dans une salle d'attente, mais directement derrière l'écran dans un jeu vidéo. Mon invité aujourd'hui a compris que pour parler d'addiction aux jeux et aux écrans, le plus simple était bien d'être présent sur ces plateformes et d'aller à la rencontre des patients, là même où ils se trouvent, c'est-à-dire dans des maps de World of Warcraft, Fortnite ou encore Minecraft. J'ai donc l'immense honneur d'accueillir une star des réseaux, une star du jeu vidéo, un gamer assidu, un gamer en blouse blanche, le docteur Didier Ménessier, alias Médecin Geek. Bonjour docteur, alors ça vient d'où ce nickname ? Alors médecin geek, ça vient du fait que je suis médecin, ok, mais depuis, je dirais pas depuis que je suis petit, mais c'est vrai que même pendant mes études de médecine, j'ai appris à coder en basique. Alors je suis déjà un vieux, hein, donc j'ai appris sur le TO7, ZX Sinclair, voilà, je programmais en basique et puis ça m'amusait bien et puis voilà. Et puis après par la suite, quand j'étais à l'hôpital, j'ai vraiment, je me suis approprié le côté numérique qui justement apparaissait. Voilà, donc c'est pour ça que le terme médecin geek me suit depuis le début de mes études de médecine. Et tu intègres le cercle très restreint des médecins maîtres de toile. Alors, ça parlera peut-être à certains, mais qu'est-ce que c'est exactement ces médecins maîtres de toile ? Ça fait très Internet des années 2000, là, hein. Alors, médecin maître de toile, en fin de compte, c'est le côté français de webmaster. Et c'était une équipe de médecins qui avait créé une association qui étaient plutôt des médecins, je dirais même plus âgés que moi à l'époque, et qui étaient des fanas informatiques et qui avaient compris que Internet c'était le devenir de l'information médicale. Et donc je suis rentré dans cette association et puis j'ai créé donc HepatoWeb, mais c'était vraiment le tout début d'Internet. Pourtant à l'époque, tes confrères craignent plutôt le web. Pourquoi ? Ils craignaient de perdre le savoir scientifique, ils craignaient les wikis, ils craignaient les fake news. C'était quoi le problème avec Internet et la médecine à l'époque ? À l'époque, en effet, c'était on va dire une modification des paradigmes, puisque avant Internet, nous médecins, surtout dans des spécialités assez complexes, on avait un niveau de connaissance scientifique qui faisait que quand on expliquait au patient, le patient, il avait pas d'éléments comparatifs, c'est-à-dire qu'il faisait totalement confiance. Voilà. À l'arrivée d'Internet, il y avait des sites qui sont apparus progressivement en médecine, et à l'époque, dans les années 2000, beaucoup de praticiens étaient un peu opposés à cette diffusion du savoir médical, parce que quelquefois, il y avait des patients qui arrivaient en disant docteur, j'ai regardé sur Internet, je pense que j'ai ça comme maladie, il me faudrait ça comme examen. Oui, c'est ce que vous appelez les cyberchondriaques, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Ils regardent sur Internet, ils sont persuadés qu'ils vont mourir demain. Ouais, tout à fait. Non, mais en plus, il y a l'IA maintenant qui fait le diagnostic. Voilà. Donc c'était assez marrant. Alors on l'a vu, tu t'installes sur le web, sur la toile, comme on disait à l'époque, mais pas seulement, tu continues d'explorer ton côté informatique, puisque tu prends ensuite la direction des systèmes d'information d'un établissement de santé. On s'éloigne un petit peu de la médecine ou pas ? Oui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir justement un petit peu plus quitter, parce que c'est vrai que le milieu hospitalier est vraiment très intéressant, et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création d'une direction des systèmes d'information, donc avec une formation bien sûr, un environnement extrêmement structuré. Et donc j'ai vraiment à la fin, on a créé une DSI, donc avec les ingénieurs, et je me suis retrouvé directeur des systèmes d'information et du numérique. Et c'est vrai que c'était le côté encore plus
plus que geek, puisque ça n'a rien à voir. Là, on est dans une DSI, dans des structures hospitalières, et je conservais en effet une pratique médicale parce que j'arrivais toujours à consulter les vendredis après-midi. Donc, ça me permettait de garder un pied dans la pratique clinique. Et puis aussi, c'était intéressant parce que j'étais médecin, j'étais directeur d'IST information, et donc avec mes collègues praticiens, la discussion était beaucoup plus, on va dire, simple et pragmatique, puisque j'étais pas que ingénieur technique, mais j'étais aussi médecin et je consultais, et donc mes messages passaient beaucoup plus facilement avec mes collègues médecins. Mais justement, toi là, tu es médecin, codeur, informaticien, mais je crois que tu es aussi, à ces moments-là, gamer, avec un fameux jeu que tu ponces depuis le début, comme on dit, World of Warcraft. Qu'est-ce que ça va changer là aussi dans ton parcours ? Étant geek, donc c'est vrai que j'étais toujours très attiré par les jeux vidéo, puisque vu mon âge, j'ai connu les tout premiers jeux Pong, et puis par la suite il y avait les jeux d'arcade quand on allait jouer dans des cafés, et puis dans les jeux vidéo, moi j'étais plus jeu ordinateur, donc sur Atari, sur Amstrad à l'époque, et il y a eu World of Warcraft. Et c'est très marrant parce qu'en fin de compte, quand je faisais mes gardes en tant que senior au service d'accueil des urgences, que je continue à faire des gardes au SAU, j'avais mes collègues infirmiers, brancardiers et médecins, et qui jouaient à ce jeu-là. Et on s'est retrouvés en fin de compte à un moment donné, plusieurs à jouer à ce jeu-là, qui est un jeu très communautaire, puisqu'on joue en guilde, et je joue toujours à World of Warcraft. Mais justement, c'est quoi qui te donne cette idée d'ouvrir une consultation dédiée aux addictions aux jeux vidéo ? C'est ta propre addiction aux jeux WoW ? C'est très simple, parce que je voulais ouvrir en 2020 ma consultation d'addiction aux jeux vidéo aux écrans, parce que je sentais que ça commençait un petit peu à bouger, il y avait des problématiques qui apparaissaient de plus en plus dans les médias. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc ça a un petit peu décalé, et c'est un petit peu plus tard que j'ai pu ouvrir cette consultation, et qui m'a permis vraiment de concilier un peu tout, c'est-à-dire concilier aussi bien le côté médical, addictologue, ma passion des jeux vidéo, je parle jeux vidéo et écran aussi. Donc c'est vraiment, on va dire, un aboutissement médical très intéressant. C'est là que naît le médecin geek précisément ? À l'époque, un blog Médecin Geek où je parlais de tout le côté médical et nouvelles technologies. Voilà, donc ça c'est ça. Et quand j'ai décidé d'ouvrir la consultation, quelques mois auparavant, j'ai totalement transformé mon blog en un site beaucoup plus structuré pour avoir un petit peu, comme l'exemple d'avant d'HépatoWeb, un support pour mes consultations. Toujours pareil, avec énormément d'informations dessus. Et puis parallèlement, j'ai ouvert vers les réseaux sociaux. J'avais déjà bien sûr mon login, mon identifiant Médecin Geek dans les réseaux sociaux, mais j'ai créé après aussi sur TikTok, sur Instagram, des avatars IA. Je me suis dit, les avatars IA type format Pixar, je peux m'en servir pour faire de la prévention, surtout chez les plus jeunes. Donc je parle de thématiques très ciblées, donc par exemple le cyberharcèlement, le sexisme dans les jeux vidéo, et qui pour moi peuvent très bien servir déjà dans des collèges ou dans des écoles pour justement sensibiliser les plus jeunes. Donc c'est plus de ce côté-là, ou plutôt vers cette population que je cible, ces avatars IA, moins pour les adultes, bien que j'ai beaucoup de retours de boomers qui eux aiment bien. Ok, donc tu as des avatars sur ces plateformes, effectivement, mais tu as aussi décidé de créer des maps, et ça c'est vraiment incroyable, sur Roblox, Minecraft, et tout récemment sur Fortnite, avec le chill de Médecin Geek, c'est-à-dire que tu as créé un perso de médecin virtuel dans ces jeux. Oui, l'idée, ça c'est un peu disruptif, nous sommes d'accord. Mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est de pouvoir
discuter avec des joueurs dans leur milieu. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de créer mes propres maps, donc mes propres jeux, puisque maintenant on peut le faire sur Roblox, Minecraft ou même sur Fortnite. Bon, Fortnite c'est un peu plus complexe. Ou sur Roblox, donc j'ai créé la clinique de médecin geek. Minecraft, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens peuvent trouver de toute façon l'espace Minecraft qui s'appelle le sanctuaire de médecin geek. Et il y a Fortnite, et j'ai créé l'île chill de médecin geek, où là c'est pareil, c'est-à-dire que bon, les gens peuvent trouver l'île, ils peuvent aller jouer dedans. On se retrouve dans les îles, on va dire type Bora Bora. Il y a des petits cabanons en bois, c'est hyper cool. L'idée c'est justement, on se rencontre et on discute. Ce que je voulais te demander, tu ne peux pas assurer de consultation formelle. Comment tu gères ces lignes rouges? Parce qu'on est quand même là sur une question déontologique. C'est vraiment des espaces de dialogue, c'est-à-dire que comme je suis gamer et que je suis dans les jeux, je considère que je peux discuter avec des joueurs, mais jamais je considère que c'est une consultation médicale. Ça n'a rien à voir du tout. Il y a des salons où justement j'ai mis entraide et jeux excessifs. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un endroit où il y a des personnes de façon totalement anonyme, on est bien d'accord. On ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas qui c'est, et puis ça reste. On parle de jeux vidéo et d'écran, on va pas parler de pathologie. Ça, c'est aussi un point important. Hein. Et puis l'idée, c'est de pouvoir, aider. Moi, je suis là pour aider tout ça. Et bien sûr, fait sans aucune, arrière-pensée financière. Hein. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est juste de sensibiliser en fait. Sensibilisation, c'est aller directement là où sont les jeunes, discuter avec eux. Il y a aucun. En plus, c'est moi qui crée entièrement tout. Donc c'est vraiment totalement. Je considère que je dois fournir à côté de mes consultations. Tous les éléments possibles qui existent actuellement, qui peuvent aider, justement des personnes en difficulté. Sur ces jeux vidéo, à quoi tu ressembles? Tu as créé un perso qui ressemble à un peu un infirmier, je crois, non? C'est une blouse blanche avec des croix rouges, quelque chose comme ça? Ah oui, après ça dépend bien sûr des possibilités. Si on prend Roblox ou si on prend Minecraft, on va dire que c'est un perso de base. Hein. Sauf que en général, j'essaye de m'adapter à mon physique réel, donc en général j'ai pas de cheveux. Net, voilà. Ça c'est vrai. Après pour Fortnite, il y a pas de skin type médecin avec le stéto et la blouse. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'il en fasse. Hein, donc s'il nous écoute, c'est bien. Non, j'ai trouvé une tenue en effet qui existait à un moment donné, qui est un genre de médecin, un médecin avec en blanc et en rouge. Voilà. Bon, c'est le seul skin que j'ai pu trouver, que j'ai pris juste pour m'identifier. Après, mon identification, elle est simple puisque médecin geek est identifié partout. C'est toujours le même nom du personnage. Vous écoutez On Board, le podcast de On Health, le média dédié à l'innovation santé. Alors Didier, jusqu'ici, on a parlé des jeux comme Fortnite ou Minecraft, mais j'aimerais bien t'entendre sur un autre jeu sur lequel tu as un avis très clair et très tranché, c'est League of Legends. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu ? Alors, si on prend l'exemple de League of Legends, qui est reconnu, parce que si on tape surtout dans les sites américains, il est classé comme le premier jeu le plus toxique sur le web, et sur les plateformes. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a été créé pour que justement les gens puissent gagner bien sûr des récompenses des combats. Donc d'abord c'est du PVP, d'accord, player versus player. Donc ça veut dire qu'on combat 5 versus 5. Et puis si on gagne, on gagne des points. Et si on gagne des points, on gagne des trophées. Et puis l'objectif c'est de monter bronze, argent, platinium, voilà. Il y a ce côté très excessif dans la performance qui est exacerbé en plus avec un canal vocal qui peut être très très agressif. Il y a aussi le côté, tu disais peut-être récompense immédiate, qui est la même sur les réseaux sociaux, effet de dopamine, tout ça. Tu parlais de dès qu'on gagne, on gagne des trophées, on gagne. C'est la dopamine qui joue là aussi. Oui, tout à fait. Et selon la personnalité, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont rechercher
performance pour gagner. Et gagner, en effet, on gagne des médailles entre guillemets. Après, il y a d'autres jeux qui sont très aussi addictifs, où on gagne justement ce qu'on appelle des loot box. Qui permettent en gros, on a un coffre à butin, on est super content. Alors là, la dopamine, elle marche bien, hein, parce que coffre, on gagne, on l'ouvre. Alors bien sûr, c'est toujours extrêmement bien construit. Et quand ça s'ouvre, il y a des étoiles, et puis voilà, il y a le son, la musique, tout est extrêmement bien fait pour que justement la dopamine intervienne encore plus et qu'on est content, et qu'il y a certains joueurs qui recherchent en permanence cet effet loot box. Oui, on s'est pas rendu compte, Doc. C'est que en fait, là, on parle d'addiction aux jeux vidéo, mais là, on a couplé deux addictions. On a couplé l'addiction aux jeux vidéo et l'addiction au téléphone. Oui. Bon, c'est tout de même énorme, hein. Tout le monde, entre guillemets, peut jouer à un jeu vidéo. Mais maintenant, tout le monde est multiplateforme. Les jeux sont accessibles et téléchargeables partout. C'est-à-dire, on peut jouer aussi bien sur Fortnite, sur sa tablette, sur son ordinateur et sur son smartphone. Donc, obligatoirement, ça permet même dans les déplacements de continuer des parties. Une question qui est quand même importante, quand ces jeux, tu l'as dit, hein, par leur construction et leur programmation, sont conçus pour maximiser la rétention, la frustration, la dopamine, ce qu'on disait tout à l'heure, la récompense immédiate. À partir de quand, pour toi, le game design, ça cesse d'être du divertissement et ça devient une question et un problème de santé publique? On est bien d'accord que les industriels qui créent un jeu vidéo, c'est obligatoire, même s'il y a des phrases, quand on ouvre Warcraft, il y a toujours des petites phrases qui apparaissent juste quand on se connecte. La vie en jeu, c'est bien, mais la vie à l'extérieur... Des disclaimers qu'on lit jamais. Voilà, c'est les petits textes d'alibi en disant il n'y a pas que le jeu dans la vie. Bon, très bien, mais faut être honnête. Quelqu'un qui crée un jeu vidéo, c'est pour que les personnes puissent jouer et puis puissent jouer longtemps. Après, il y a tous les jeux en plus maintenant qui sont gratuits, mais dedans en plus il y a des achats intégrés, d'accord ? Donc on est dans un côté industriel de profit. Faut être clair. C'est exactement comme on discute. On pourrait parler de la même chose avec le tabac et l'alcool. Le tabac, c'est pour gagner de l'argent, ceux qui vendent des cigarettes. Donc faut pas être candide. C'est un gros business, quoi. C'est un très très gros business. Il y a un business. Quand on dit problème de santé publique, c'est vrai que c'est difficile. C'est-à-dire que on est dans une période où le jeu vidéo est présent très facilement partout. On est peut-être dans une phase, moi je me rends compte quand je suis en consultation et que je vois les parents inquiets et les enfants qui sont trop derrière les écrans, je me rends très bien compte que les parents ne sont pas au courant du tout, souvent, du jeu, quel type de jeu. La plupart ne sont strictement pas au courant du PEGI, qui est quand même une nomenclature qui permet de définir l'âge normalement raisonnable pour jouer. Moi j'ai vu... une maman qui je lui demandais parce qu'elle venait pour sa fille qui avait des problèmes d'écran, et mais en même temps j'ai demandé mais vous avez aussi d'autres enfants? Oui, j'ai un fils de 12 ans mais il joue aux jeux vidéo mais pas trop souvent, il va bien. Il joue à quoi, madame? Il joue à GTA. D'accord, GTA, PEGI 18. Et j'ai dit à la maman, mais vous savez que votre fils, là, il est en train de faire un processus simple de jeu, il est baron de la drogue, et il fait un réseau de prostitution. Oui, voilà, et puis il peut voler des voitures et aller au strip club avec. Voilà, donc il y a vraiment une méconnaissance. Après, moi, je reste très, très, on va dire, neutre ou agnostique, c'est-à-dire que je suis pas là pour critiquer ou pour dire c'est pas bien ou c'est bien. Je considère qu'il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est il faut connaître... d'une part un peu les jeux, si on veut un peu choisir plus les jeux pour ses enfants, et nous en tant qu'adultes aussi, il faut trouver le juste milieu. Moi, les personnes que je vois, quels que soient les âges, c'est l'usage problématique. Ça veut dire qu'à un moment donné, le jeu vidéo, ou on peut parler aussi de l'écran, bien sûr, avec les réseaux sociaux, devient le centre un petit peu de la vie de la personne. C'est-à-dire que la personne va commencer à réduire ses activités, va fixer en gros son emploi du temps, on va dire, centré sur l'écran, va moins sortir, et il va se rendre compte justement qu'il va être beaucoup plus centré, il va être derrière son écran.
il va se rendre compte, vu quelquefois des disputes qui peuvent avoir lieu au sein de la famille, et ça je dis ça aussi bien quel que soit l'âge, puisque moi j'ai vu des adultes de 45-50 ans qui se faisaient engueuler par leur femme parce que justement sur le plan pratique, il était derrière la console de jeu en permanence. Voilà, c'est-à-dire que malgré l'élément négatif, la personne va continuer. Donc on est un peu dans des critères d'addiction, d'accord, qui va faire que c'est un usage problématique, puisque là on va avoir un retentissement sur la vie professionnelle, la vie scolaire, la vie universitaire, voilà. C'est là où ça commence à devenir problématique. Alors pour conclure, tu l'as dit toi-même, on parle aujourd'hui d'interdire, certains pays veulent interdire les réseaux sociaux, notamment aux plus jeunes, pour limiter le temps des écrans. Est-ce que tu penses qu'il faut plus de contrôle aussi sur les jeux vidéo, ou c'est peine perdue, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est du business, et donc on est dans un système qui est libéral, qui fait que tu peux créer des jeux et vendre tes jeux sans aucun problème? Oui, là, en effet, depuis ça va faire plusieurs mois, il y a énormément plus de rapports ministériels qui sont demandés, et il y a plusieurs pays qui ont commencé à réagir. C'est intéressant ça, parce que c'est un petit peu au début quand Internet est arrivé ou quand les téléphones portables sont arrivés, c'est-à-dire que il y a toujours malheureusement à un moment donné une perte de contrôle qui peut arriver chez certaines personnes. Bon. Après, pour le côté âge et réseaux sociaux, c'est difficile. C'est vrai que je serais plus critique, surtout sur l'âge des premiers usages d'écran. Il y a des spécialistes qui ont vraiment travaillé dessus, et des pédiatres. Il y a Génération numérique, justement, qui est un livre vraiment que je conseille de lire, où il y a des très jeunes enfants qui sont mis devant les écrans et puis qui vraiment là commencent à avoir un retentissement cognitif, c'est-à-dire que ils vont parler un peu moins bien, voilà. Donc ça, je pense que ça, par contre, là, c'est absolument nécessaire de ne pas mettre des enfants derrière les écrans jeunes. J'ai beaucoup de respect pour Serge Tisseron, qui est un psychiatre et psychanalyste, qui a écrit un livre vraiment, qui est très intéressant, 3, 6, 9, 12, qui en gros a défini les différentes étapes selon l'âge et les écrans, et qui reste très pragmatique, c'est-à-dire que il faut donner un cadre d'usage. Après, le côté interdire ou limiter, bon, ça se fait dans plusieurs pays. Et il y a un pays où on n'en parle pas beaucoup, mais il y a la Chine, où la Chine, qui est un pays politiquement un petit peu particulier, où il y a un temps limité d'horaire pour les jeux vidéo, il y a une identification, mais justement quand on regarde justement des études qui ont été faites, c'est le pourcentage de la population, justement il y a beaucoup de jeunes qui sont plutôt addicts. En Corée du Sud c'est pareil. Et pourtant les éditeurs de jeux poussent les contrôles un petit peu plus loin, mais c'est pas très efficace, je crois. Ça se voit maintenant. Quand on se connecte maintenant à des jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité d'identifier l'âge de la personne avec sa webcam. Donc la webcam regarde notre visage et définit notre âge. Mais bon, j'ai vu ça récemment dans un réseau social. Il y avait un jeune de 12 ans qui s'était grimé avec du feutre noir comme une moustache et une barbe, et en gros il était identifié comme un jeune de 19 ans. Donc voilà, donc il y a tout ce côté interdiction, voilà, moi je pense qu'il faut surtout que les parents soient beaucoup plus au courant, soient plus informés sur les jeux, comment leurs enfants jouent, s'ils jouent, à quoi ils jouent, et doivent limiter en effet un temps, parce que quelquefois il y en a justement, comme certains, je disais, typologie de joueurs qui vont avoir une tendance à vouloir à tout prix performer, et ils vont penser qu'au jeu, donc ça il faut arriver à essayer de cadrer. C'est pour ça donc sur mon site internet j'ai mis des contrats parentaux. Je trouve que ça marche bien, c'est assez intéressant, c'est un truc à faire en famille, mais d'un autre côté
il faut aussi que les parents jouent le jeu, parce que s'ils disent bah non, toi tu joues pas aux jeux vidéo, et qu'en même temps les parents ils sont dans le salon derrière leur tablette ou derrière leur smartphone, c'est sûr que ça va être un peu difficile. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un équilibre de vie où les réseaux sociaux, les jeux vidéo peuvent être présents, mais sans excès. Tout ça, c'est du dialogue finalement. Tout à fait. Je pense que c'est important. Et souvent, mais je pense que c'est peut-être au niveau de notre époque-là actuellement, une époque générationnelle. Les parents actuellement sont pas obligatoirement de la génération où justement ils ont été très réseaux sociaux ou très numériques ou jeux vidéo. Les parents, je pense ceux qui ont dans les 35-45, si on revient en arrière, ils n'étaient pas aussi dans le monde numérique actuellement. Donc je pense que ça évoluera en bien, je l'espère, dans les jeunes générations. Eh bien, merci beaucoup Dr Geek pour cet échange extrêmement nourri, extrêmement passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler comment et quand te retrouver sur Twitch et sur les jeux, par exemple ? Comme je travaille, je suis pas derrière tout le temps. Non, Twitch, ça c'est un petit peu maintenant bien stabilisé. C'est tous les vendredis soir de 20h30 à 22h, où j'ai une thématique et on peut échanger. Et sinon, dans les jeux vidéo, c'est Médecin Geek. Il suffit de chercher Médecin Geek et se mettre en contact avec moi. Voilà. Eh bien, nos auditeurs geeks, accros aux écrans, parents, ados, ont désormais le mode d'emploi. Merci beaucoup, Médecin Geek, docteur Didier Ménessier. Je vous dis à très bientôt à l'écoute d'Onboard, le podcast du média dédié à l'innovation santé. À bientôt. Au revoir Marie.